on m'a demandé de vous parler d'un thème rarement abordé dans les manifestations scientifiques et c'est un thème très riche, à savoir le chemin d'article chez l'éditeur avec les trois dimensions que chacune peut être le sujet d'une conférence, à savoir les règles éditoriales, ce que fait le rédacteur en chef ou le rédacteur en chef associé, la bibliométrie qui est un thème très, très vaste et surtout l'éthique qui est aussi un thème très, très vaste. Donc je veux vous présenter les principaux points relatifs à ces items. Voilà ma déclaration de conflit d'intérêt. Aucun conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Et comme introduction, je vais vous montrer cette figure. Là, c'est l'orateur, c'est vous, l'auteur, pardon. Et là, c'est l'objectif final. Il y a pas mal d'obstacles à surmonter. Commencez par vous-même, parce que yes, you can. Avec tous mes résidents, je dis yes, oui, avec les moyens misérables dont on dispose, on est capable de publier dans les plus grandes revues. C'est possible. Il faut surmonter votre peur, le premier handicap, et vous pouvez publier dans les plus grandes revues parce qu'on a ce qui manque pour les autres pays, on a les patients, on a les idées. Et parmi les obstacles à surmonter, il y a évidemment tout ce rapport avec la rédaction médicale, je vais aborder après, mais il y a les reviewers, entre guillemets, vos ennemis, mais les reviewers sont le plus souvent des gens gentils. Si vous avez un excellent travail, ils vont vous donner des idées pour surmonter les obstacles, des pistes pour explorer. Donc voilà les 7 volets en rapport avec la rédaction scientifique. Il y a ce rapport avec la bibliographie, la rédaction, les idées, mais nous, je vais vous parler essentiellement de cette étape-là, que se passe chez l'éditeur, comment ça fonctionne et comment peut-on savoir si une revue a un impact, est-ce qu'elle est valorisée, ainsi de suite, et surtout à la fin, quels sont les grands principes de l'éthique médicale. Alors, pour commencer, quels sont les acteurs qui interviennent dans l'édition scientifique? Il y a l'auteur qui est au centre, mais il y a l'éditeur scientifique qui nous intéresse dans cet exposé. Il y a l'éditeur aussi, il y a les autres. Alors, l'auteur, c'est l'acteur principal. Sans lui, il n'y a pas de production scientifique, il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas de résultat de la recherche. Quand il va rédiger un document, le document va subir un processus de validation ou d'édition. Ce qui nous intéresse ici, c'est le journal, c'est son rédacteur en chef, l'éditeur associé, c'est le reviewer. Et après, il y a l'éditeur avec la publication, la diffusion, la distribution. L'éditeur scientifique, sa mission générale, c'est il s'occupe des aspects scientifiques du document. Et pour un journal, le ES, c'est-à-dire l'éditeur scientifique, c'est le comité de rédaction représenté essentiellement par son rédacteur en chef et ses adjoints. Et il y a un comité qui s'intéresse à tout ce qui a rapport avec le processus de validation du papier. Quand on dit processus de validation, on dit l'éditeur en chef ou son associé, il va chercher, il va identifier les membres du comité de lecture. Donc toujours pour un journal, il y a un rédacteur en chef, il y a ses associés, et il y a parfois un rédacteur en chef senior. Il va identifier ce qu'on appelle les reviewers. C'est une tâche très très difficile avec la concurrence entre les revues, avec la disponibilité des gens, surtout parce que c'est un travail non rémunéré, quoique certaines revues maintenant commencent à rémunérer certains reviewers les plus impliqués. Une fois il y a une sélection de reviewers, ce qui n'est pas facile encore une fois, il va transmettre le papier aux reviewers et il va leur donner un délai de 15 jours, un mois, ça dépend de la revue, et il va recevoir le rapport, il va décider est-ce qu'il va refuser ou est-ce qu'il va demander des corrections mineures ou majeures ou est-ce qu'il va accepter, mais c'est très rare d'avoir une acceptation d'emblée d'un manuscrit. Alors l'éditeur, ça ne nous intéresse pas, mais c'est quoi? Il va s'occuper des aspects matériels de la publication, il va prendre en charge des manuscrits déjà validés, donc acceptés pour publication, il va mettre la mise en page, l'impression et la vente. Il y a l'autre, c'est les intermédiaires qui assurent la diffusion, la distribution, la vente, et pour un journal, c'est les agences d'abonnement qui gèrent les abonnements et qui sont des intermédiaires entre l'éditeur et les clients. Et après, il y a les bibliothèques qui vont essentiellement diffuser et circuler les médicaments. Alors, le premier chapitre, quelles sont les règles éditoriales? Moi, je pense que les organisateurs ont pensé aux résidents, que se passe-t-il une fois que vous avez envoyé votre manuscrit à une revue qui a un impact factor et qui est indexé et impacté? Alors, je vais vous parler de mon expérience avec un journal nord-africain, ce qu'on appelle Libyan Journal Medicine, qui a été créé en 2006, mais qui est maintenant le meilleur journal entre la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Libye, qui est impacté et indexé. C'est un journal qui a modifié sa stratégie depuis 6 ans, puisqu'il fait partie de Taylor & Francis, et
que je fais partie de son équipe éditoriale, donc on m'adresse parfois, pour ne pas dire souvent, des articles à gérer. Alors, Libyan Journal Medicine actuellement, elle est en Angleterre et elle a un Q3, donc elle fait partie de, ce pas les meilleurs journaux, mais en tout cas, notre objectif c'est aller vers le Q2, puis Q1, et selon le dernier Impact Factor, un Impact Factor à 1,66. Alors, que se passe-t-il quand vous allez envoyer votre article? Alors, la soumission, nous avons un service technique qui fait partie de Taylor & Francis, qui va regarder est-ce que votre article répond aux recommandations du journal. Mais surtout le plagiat. Nous utilisons le cross-similarity check, ce n'est pas le top, mais en tout cas, il va détecter le taux de plagiat. Et s'il y a un taux de plagiat au-delà de 15%, vous allez recevoir automatiquement un mail. On vous remercie d'avoir adressé le papier. Nous recevons beaucoup de papiers, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que probablement, il y a un taux de plagiat qui dépasse les limites. Après, le service technique va vérifier est-ce qu'il y a le mot déclaration de Helsinki, est-ce que le travail a été réalisé selon les normes internationales, est-ce qu'il y a un consentement éclairé, surtout s'il y a un travail inclus l'être humain, est-ce qu'il y a est-ce que vous avez mentionné votre service? On ne recommande pas puisque nous disposons, notre stratégie c'est double aveugle. Le reviewer ne sait pas qui a envoyé son papier et l'auteur, l'équipe ne sait pas qui a reviewé leur papier, donc blinded. Après, on va vérifier est-ce que le résumé va dépasser le nombre de mots pour l'article de résumé, sachant que pour l'open access, on n'a pas de limite de mots pour l'article. Et surtout, la qualité de figure, est-ce que ça suit les recommandations du journal? Les tableaux, est-ce que c'est correct? Et surtout, comment on a cité les références? Évidemment, il y a d'autres critères. Alors, si l'auteur a pris en considération les recommandations du journal, c'est bon. Sinon, vous allez recevoir un mail de l'équipe technique où on vous demande de faire des corrections, faire des ajustements, de resoumettre votre papier. Une fois le papier a été écrit selon les recommandations du journal, le rédacteur en chef, c'est très rare qu'un rédacteur en chef prend lui-même en charge un papier, il va demander à un de ses collaborateurs de prendre en charge le papier. Et ce rédacteur en chef associé, il peut prendre la décision de ne pas envoyer le papier à des reviewers parce qu'il ne fait pas partie des objectifs du journal ou parce qu'il y a des lacunes très importantes. La question qui se pose, quelle est la base du jugement de l'éditeur en chef ou de son associé quant à envoyer l'article à des reviewers ou de refuser? Est-ce que vous avez une idée pour les résidents? Est-ce que, par exemple, le rédacteur en chef ou son associé a le temps de lire le manuscrit? Le plus souvent, non. Le jugement sera d'abord le taux de plagiat. Parfois, il y a un taux qui dépasse les limites, mais surtout s'il y a des références qui touchent la section méthode, on peut être indulgent. Mais surtout, le jugement va être basé sur deux éléments. Le cover letter, ce qu'on appelle la lettre d'accompagnement, là, vous devez vendre votre article avec trois sous-sections, ce qui est connu, ce que votre papier ajoute et l'implication pratique. Et là, vous pouvez être à la limite, faire du marketing, dire que c'est la première étude, ainsi de suite. Il faut vendre votre article et il peut lire l'abstract. Mais on n'a pas le temps de lire le manuscrit. Donc, si vous avez fait une bonne cover letter qui traduit fidèlement votre article et vous avez un bon résumé, le rédacteur en chef ou son associé va envoyer votre papier à des lecteurs. Évidemment, il va lire. Quand il va recevoir des rapports des lecteurs, il va lire le papier pour prendre décision. Et je parle de high level. Je ne parle pas des revues prédatrices ou de revues qui ne sont pas impactées et indexées. Donc, le cover letter, c'est un aspect rarement étudié dans les conférences. Et je vous invite à bien écrire votre lettre d'accompagnement parce que ça peut vous aider dans le processus de gestion de votre papier. Alors, par exemple, ici, le rédacteur en chef me demande est-ce que j'ai le temps de prendre en charge un article? La réponse est oui, puisqu'il faisait partie de mes axes de recherche. Donc, je prends en charge l'article, j'ai le rapport de l'équipe technique, il y a une cover letter qui est écrite correctement, et là, je décide d'envoyer l'article à des reviewers. Dans notre stratégie, il faut au minimum 2 lecteurs, minimum 2. Parfois, on arrive à 3 à 5. C'est difficile de trouver des lecteurs potentiels. Les gens sont occupés, surtout avec la Covid. C'est très difficile. Donc, on envoie. Et on envoie 5-6 mails à des experts et on attend la réponse au délai de 3 jours, sinon on cherche d'autres. Et si on a 2, on commence le processus de reviewing, on leur donne un délai entre 15 jours et 1 mois, ça dépend de
la priorité de l'article. Et on attend les avis, les rapports, les recommandations. Eh bien, le plus souvent, il y a des avis divergents entre révision mineure, refusion ou révision majeure. Et maintenant, c'est le rôle de rédacteur en chef ou son associé de prendre une décision. Eh bien, il va lire à ce moment-là. Si les 3 avis, c'est réjection, on n'a pas le temps de relire, donc c'est rejected. S'il y a des avis favorables ou divergents, c'est le rédacteur en chef qui va lire le manuscrit, il va prendre sa décision et il va informer l'équipe de cette décision-là de soit une révision majeure, soit resoumettre le papier, soit un refus, évidemment. La décision, donc, l'éditeur, ça peut être un refus, et on envoie un mail à l'équipe qui a envoyé que oui, le papier a été révisé par au moins 2 reviewers, et voici leurs commentaires, et on s'excuse de ne pas pouvoir accepter votre papier, il fallait faire des corrections. Donc, l'équipe peut faire des corrections, envoyer un autre revue, évidemment. La décision peut être aussi de réviser et soumettre. On vous donne des critiques classifiées et vous devez répondre point par point. Et la meilleure façon de répondre, c'est la méthode japonaise. On fait un tableau, ce qui a été fait, votre réponse et les modifications introduites dans le papier, telle page et telle ligne. Avec cette méthode, vous n'aurez rarement de refus. Vous allez montrer que vous êtes méthodique, ça marche de façon très bien. Et nous, on donne cette chance-là à nos auteurs. Et on leur donne un tableau où il y a les recommandations, on leur demande de nous dire quelle est la réponse et quelles sont les modifications introduites dans le papier, quelle page et quelle ligne. Donc, réviser et resoumettre, voilà une copie d'un email où on leur dit votre papier a été révisé par 2 ou 3 reviewers, voici les critiques, on vous demande de faire le nécessaire dans un délai de 15 jours et 1 mois, ça dépend. Ça dépend des critiques, parce qu'il y a des critiques très difficiles, il faut donner plus de temps à l'équipe, aux auteurs. Et après, ils vont réviser, on peut avoir une autre révision, hein, ça peut arriver à 3 fois de révision, mais le plus souvent c'est 2 fois de révision. Et après, l'étape que tout le monde attend, les auteurs, les mails, où on vous dit que votre papier a été accepté. Vous regardez un exemple des mails où on informe une équipe chinoise, par exemple, que leur papier a été accepté dans publication, et on leur dit merci infiniment d'avoir choisi notre journal. Ça, c'est une manière générale. Il y a des aspects que je vais aborder dans l'aspect éthique, parce qu'il y a des aspects qui peuvent être traités dans les règles éditoriales et dans l'aspect éthique. Maintenant, la bibliométrie, c'est le deuxième aspect. Il y a 3 volets que vont être traités. C'est quoi la bibliométrie? Après, quels sont les indicateurs? C'est ça qui vous intéresse essentiellement. Et après, où les trouver? C'est le plus important, c'est le plan pratique. Alors, c'est quoi la bibliométrie? C'est une sous-discipline des sciences de l'information. Et il s'agit de l'application de méthodes statistiques et mathématiques. Vous voyez, il y a statistiques et mathématiques qui permettent de mesurer, non seulement mesurer, évaluer et étudier quoi? La prédiction, la diffusion d'un article scientifique ou d'un journal. Vous regardez ici, donc, ouvrage, article, d'autres publications. Ce qui vous intéresse ici, c'est votre article. Alors, les indicateurs, la bibliométrie a produit des indicateurs qui permettent l'évaluation de la recherche à différents niveaux. On peut voir un journal, mais comme on peut voir un chercheur, vous allez voir, il y a des index pour indicateurs pour évaluer la qualité d'un chercheur, une équipe, un laboratoire, un pays, un continent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les indicateurs pour évaluer un journal, puisqu'on parle de l'éditeur. Alors, la bibliométrie a des différentes bases bibliométriques. Il y a des bases qui sont en accès libre et gratuit. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle le Simago Journal and Country Rank. Je vais vous dire quelques mots après. Le Google Scholar, c'est l'éditeur scientifique, c'est l'indicateur scientifique de Google. Il y a publié au Périr. Et il y a autres qui n'intéressent pas le domaine médical, mais surtout le domaine physique. Il y a d'autres indicateurs qui sont à accès restreint. Donc il faut un abonnement ou il faut l'utilisation. Le plus connu, c'est le Web of Science. Quand on fait une systematic review, on sollicite souvent le Web of Science. Il y a le Journal Citation Report, c'est la propriété de Thomson & Reuters. Scopus, qui est connu, hein, c'est la propriété d'Elsevier. Et une base française faite en 2002 par le CHU de Lille, qui s'appelle le SIGAPS, donc le Système d'interrogation, de gestion, d'analyse des publications scientifiques. Alors, le plus important, c'est quoi les indicateurs de revue? Comment peut-on évaluer une revue? Comment dire que cette revue, elle est respectable, elle est excellente? Est-ce qu'on peut lui faire une confiance ou non?
Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs indicateurs. Moi, je vais vous parler rapidement des 7 meilleurs indicateurs. Je vais commencer par l'indicateur qui est controversé actuellement et qui a des avantages et des inconvénients, qu'on appelle l'impact factor. Alors, l'impact factor, c'est quoi? L'impact factor, c'est la fréquence avec laquelle les articles de la revue sont cités dans les articles d'autres revues durant la dernière année, une année donnée par exemple. Il se calcule d'une manière simple, c'est le nombre de citations pendant l'année X, par exemple 2019, des articles publiés dans les années N-1 et N-18. Si on choisit l'année 2019, donc on va voir les articles de 2017-2018, tout ça divisé par le nombre d'articles publiés dans cette revue pendant les 2 années 2017-2018. L'impact factor, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on vous dit que le journal a un impact factor 2, ça veut dire que si vous allez publier votre journal, dans les 2 prochaines années, il sera cité au moyen 2 fois. En gros, c'est ça, mais il y a évidemment des inconvénients. Alors, l'impact factor est souvent complété par ce qu'on appelle l'IF à 5 années, parce que tout à l'heure c'était une année, maintenant c'est le même mode de calcul, mais c'est une période de 5 années. Cet impact factor à 5 ans, il permet une meilleure appréciation de la croissance, la diminution, la stabilité de l'impact factor pour une revue. Vous allez avoir une vision, une idée de la dynamique de l'impact factor. Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça change d'une année à une autre? Ça permet de comparer des revues dans le même domaine. Par exemple, on ne peut pas comparer une revue en physiologie à l'impact factor avec une revue en médecine infectieuse. C'est impossible. Par contre, on peut comparer les impact factors de revue dans le même domaine, c'est-à-dire les pathologies infectieuses, par exemple. Et quand il sera publié, c'est chaque année, entre fin juin, début juillet, on attend, les rédacteurs en chef attendent avec impatience l'impact factor qui est publié par le journal Citation Report et qui est la propriété de Thomson Reuters. Évidemment, vous avez compris qu'il y a toujours un décalage entre l'impact factor et l'année de publication. Par exemple, en juin 2021, on a eu l'impact factor de 2020. Et voilà les impact factors, le logiciel Excel qui fournit et qui vous donne l'impact factor des journaux. Il y a 5 ans, il y a une grande révolution, puisque le New England Journal of Medicine n'est plus classé en première place. Regardez, le meilleur journal en termes d'impact factor, il a un impact factor de 508, on va dire 510. C'est un journal qui s'intéresse de la cancérologie pour le clinicien. Et regardez le deuxième impact factor, il est aux alentours de 94. Il y a un grand décalage et il faut voir le site du journal, le premier journal, pour savoir comment il fonctionne. En gros, il publie les guidelines en rapport avec le cancer et ces guidelines sont cités plusieurs fois. Donc, quand on dit 508, ça veut dire si vous allez publier un article dans ce journal, dans les 2 prochaines années, votre papier au moyen sera cité 508 fois, qui est inimaginable. Alors maintenant, le deuxième indice qui est utilisé pour quantifier les journaux, puisque l'impact factor il a des inconvénients, limité une année, et il y a les autocitations qui sont prises en charge, en tout cas il a pas mal de défauts. Il y a un autre indicateur qu'on appelle le quartile. Le quartile a été avancé par l'Institut national de la recherche agronomique et une revue peut avoir plusieurs domaines. Elle peut être classée en médecine, peut être classée aussi par exemple dans sciences humaines. Et ça permet de comparer des revues du même domaine. Il y a 4 classes. Q1, c'est les meilleurs journaux. Q2, Q3 et Q4. Q4, ça veut dire que c'est respectable, mais c'est le dernier palier des revues. Si on prend l'American Journal of Men's Health, où je suis un éditeur associé, vous regardez le site de simago.com, vous allez trouver qu'il y a deux domaines, c'est la médecine et après il y a la science humaine. L'American Journal of Men's Health, il a Q1 en termes de health et il est Q2 en termes de santé publique. De toute façon, regardez, il est Q1, on prend le best quartile, donc Q1, et Q1, ça veut dire qu'il fait partie des meilleurs journaux dans son domaine dans le monde. Ça, c'est une autre façon de classifier les journaux. Parfois, on peut avoir un impact factor à 2, une autre revue impact factor à 3, on ne peut pas le comparer. 2 peut-être Q1 et 3 peut-être Q3 et Q4 selon le domaine. Donc, il ne faut pas faire trop confiance au facteur impact factor, il faut se fier plutôt au quartile. Maintenant, pour toujours dépasser les inconvénients de l'impact factor,
il y a un statisticien, il y a un biologiste, le statisticien c'est Juven West et le biologiste c'est Carl Bergstrom de l'Université de Washington qui ont développé un autre indicateur qu'on appelle le Asian Factor. C'est quoi? C'est le nombre de citations des articles d'une revue sur 5 ans. L'impact factor c'est une année, maintenant c'est 5 ans. Il prend en compte le même corpus de revues que l'impact factor pour le calcul des citations, et encore une fois sur 5 ans. Et il ajoute une pondération aux citations parues dans des revues qui sont elles-mêmes fortement citées. Il y a des revues comme le New English Journal ici qui est fortement citée, donc il fallait faire une pondération. Il ne tient pas compte, contrairement à l'impact factor, il ne tient pas compte de l'autocitation de la revue. L'autocitation, comme vous allez citer dans votre article, vos articles, les articles de votre équipe. Hein. Ce n'est pas apprécié par les rédacteurs en chef, mais bon, parfois on est obligé de faire ça. Alors, d'une manière générale, les valeurs de l'impact, le EF de tous les journaux pris en considération doit être égal à 100. Donc, c'est normalisé de telle sorte que la somme des valeurs EF de toutes les revues classées dans le Journal Citation Report est égale à 100. Et si je reprends ici l'exemple de l'American Journal, vous allez voir que son EF facteur il est de l'ordre de 0,002. En sachant que la somme des 15 000 ou 17 000 revues, c'est égal à 100. Et à côté, il y a un autre indicateur, je vais aborder immédiatement, ce qu'on appelle le score d'influence d'un article. Ici, il est égal à 0,5, ce qui est au-dessous de la médiane. Alors, c'est quoi le score d'influence d'un article? Il mesure l'influence moyenne des articles d'un journal sur une période de 5 ans après sa publication. Et il est calculé par le EF, le Asian Factor, divisé par les parts des articles parus dans cette revue, en le rapportant à l'ensemble des articles parus dans toutes les revues du corpus. Comme vous avez un AI d'un journal supérieur à 1, ça veut dire que l'article a une influence supérieure à la moyenne de revues de la catégorie. Pour l'American Journal, qui est Q1, il a un AI à 0,5, ça veut dire qu'il est au-dessous de la moyenne. Comment le savoir? Il y a un site dédié à ça, comment on calcule, et la signification, il y a plus de détails. Maintenant, on arrive à un autre indicateur très intéressant, hein, parce qu'il est établi par Scopus, donc c'est la propriété de Elsevier. C'est quoi? C'est la normalisation, un score qui normalise l'impact d'un papier, ce qu'on appelle le SNP. Donc, c'est la propriété de Scopus, on trouve dans Scopus, est égal le nombre de citations reçues par les articles d'une revue R pendant les 3 années précédentes. Là, c'est plus une année, c'est 3 années. C'est le nombre d'articles publiés par la revue pendant les 3 années et le potentiel de citation de cette revue dans son domaine. Donc, il y a 2 mots qu'il fallait définir. C'est quoi un domaine? C'est quoi un potentiel de citation? Le domaine, c'est toutes les revues dans lesquelles sont cités les articles de la revue R. Donc, on va prendre tous les domaines, médecine, sciences sociales, mathématiques, peu importe. Et le potentiel de citation, c'est la fréquence à laquelle les articles du domaine citent d'autres articles publiés de 3 années précédentes. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, quand on va sur Scopus, si on regarde la Tunisie médicale c'est le seul journal entre le Maroc, la Tunisie et l'Algérie qui existe dans Scopus et dans PubMed. Il a été créé en 1926, donc bientôt il va fêter 100 ans, mais jusqu'à maintenant, pour plusieurs raisons, qui ont rapport avec l'équipe éditoriale dont je viens de faire partie récemment, il n'a pas d'impact factor. Donc notre objectif, c'est l'année prochaine, la Tunisie médicale aura une nouvelle page web et j'espère que dans 2 ans, on aura notre premier impact factor qui sera estimé à 1,5. Regardez la Tunisie médicale, elle a un SNP en bas ici, un SNP 2020 égale 0,274. La normale, c'est 1. Donc nous sommes largement au-dessous de la normale. Il y a un grand travail. Attend Lilia Zahama, qui est la cardiologue et qui est la rédactrice en chef de la Tunisie médicale. Le SNP normalisé, c'est un score normalisé. Une revue médiane dans son champ disciplinaire a un potentiel de citation de 1. Vous avez vu que nous sommes plus loin avec la Tunisie médicale avec 0,274. Alors, où trouver le SNP? Il y a librement accessible. Voilà le site que vous pouvez le voir. Et voilà la page web du SNP. Vous pouvez introduire tout ce que vous voulez et avoir la classification. Si on s'intéresse, puisque c'est un congrès de médecine infectieuse, si on s'intéresse aux journaux relatifs au domaine de médecine infectieuse, voilà les 10 meilleurs journaux en termes de SNP, classés de 1 à 10. On peut avoir toute la classification. Le meilleur journal de médecine infectieuse s'appelle
revue de microbiologie clinique qui a un CNIP égal à 10,53 et il est classé premier. Maintenant, le meilleur indicateur, d'après moi, c'est le Simago Journal Rank. C'est un site basé sur le nombre de citations reçues par les articles d'un journal. Il va calculer le calcul le plus complexe que tout à l'heure. Il ne prend pas en compte les autocitations de la revue, ce qui est une chose excellente, et il pondère chaque citation par le précise de la revue citante. Mais je vous assure que personne n'est capable de définir ce qu'est le précise de la revue citante, parce que c'est compliqué. D'ailleurs, c'est compliqué parce qu'il s'agit d'un processus itératif. Regardez la formule, c'est difficile à comprendre et difficile à appliquer. Mais en tout cas, il faut lui faire confiance. C'est un indicateur qui a été mis en route en 2010 par l'université de Granada, en Espagne, et il s'appuie sur des revues prises en charge par Scopus, donc Elsevier. L'accès est libre, l'avantage il est libre. Voilà, dans le site, vous allez introduire le nom du journal, il va vous donner des informations. Est-ce qu'il est Q1, est-ce qu'il est Q2, il est publié comment, il va vous donner un lien pour la page de l'article et une vision globale sur l'évolution de ce journal. Donc c'est un site qui est important pour prendre la décision où envoyer votre article. Maintenant, les autres indicateurs, il y a l'indice d'immédiateté, c'est un indicateur qui indique si les articles de la revue sont très vite cités ou non, et est égal au nombre de citations obtenues par la revue de l'année X, divisé par le nombre d'articles publiés par cette revue de l'année X. Donc c'est facile à calculer. Un autre indice qu'on appelle l'âge médian des articles cités, c'est un indicateur qui aide les bibliothèques à gérer la politique d'archivage des revues sous forme papier, ce n'est pas forme en ligne, et le calcul il est plus ou moins compliqué. Il y a d'autres indicateurs que je ne veux pas les traiter, mais surtout l'indicateur qui intéresse les chercheurs, ce qu'on appelle l'indice Hirsch. L'indice Hirsch, c'est un graphe comme... En tout cas, vous avez le nombre d'articles, le nombre de citations, ils vont chercher le croisement entre le nombre d'articles et le nombre de citations. Et quand on a un indice H au-delà de 20, on fait partie des chercheurs très, très reconnus dans le monde. On peut atteindre un indice H à 300, mais il faut être très impliqué dans la recherche. Maintenant, la question qui se pose, où trouver ces indicateurs? Il y a plusieurs pages, je vais vous dire l'essentiellement de ces moteurs de recherche. Le premier, c'est le Web of Science, après Scopus, après les trois meilleurs sites, c'est le journal Citation Report. Les autres, c'est rarement utilisé. Donc le Web of Science, c'est la propriété de Thomson Reuters, c'est un abonnement. On a un abonnement et c'est la source de référence pour classer les laboratoires de recherche, pour faire le classement des universités, le fameux classement de Shanghai, et le fameux classement aussi de Times Higher Education. Donc c'est la base de classement de ces institutions ou de ces universités. Et il y a des critiques puisqu'il est majoritairement basé sur les revues anglo-saxonnes, donc les publications en langue française ou autres langues sont délaissées, et les sciences sociales et autres sciences sont exclues. Il traite peu les affiliations, on ne peut pas faire des classifications selon les affiliations, et peu de traitement de référencité. Voilà le site. Nous, en Tunisie, on a des reconnaissances IP quand on travaille à la faculté à l'hôpital via le CNIDIS. Donc, on peut utiliser le Web of Science, surtout pour faire les systematic reviews. Il faut se baser minimum sur 2 moteurs de recherche. Le plus souvent, c'est Web of Science, Scopus et Medline. En tout cas, minimum 2. L'idéal, c'est 3. Scopus, maintenant, c'est la propriété d'Elsevier. Un abonnement. Quand on travaille à l'hôpital, à la faculté, nous avons une reconnaissance IP, donc on n'a pas besoin d'un abonnement. Et c'est les mêmes fonctionnalités et même type d'indicateur que Thomson Reuters. Cependant, il y a quelques avantages. Parfois, vous pouvez corriger vos données, vous pouvez signaler les auteurs des erreurs en rapport avec votre nom et vous pouvez rattacher des articles à votre profil. Et il intègre davantage des titres de revues que le Web of Science, puisqu'il y a des revues francophones et des revues d'autres langues qui sont prises en charge. Voilà le Scopus, comment il fonctionne. Soit vous avez le document, vous pouvez chercher par revue, soit par auteur, soit par affiliation, et il faut aller le voir pour savoir comment ça fonctionne. La Tunisie médicale m'a demandé l'année dernière de faire une analyse bibliométrique de ce journal national en se basant sur Scopus et les articles cités 10 fois.
Et je ne vous cache pas que le résultat était catastrophique, mais le journal a eu le courage de publier des résultats catastrophiques concernant le journal. Et c'est comme ça qu'on peut avancer en faisant un bilan. Et il faut voir ce qui ne fonctionne pas pour faire des améliorations. En tout cas, je vous informe que la Tunisie médicale a commencé de publier le protocole en cours en anglais pour les thèses de sciences et que les cas cliniques et les cas séries seront désormais plus acceptés et qu'on va favoriser essentiellement les publications en anglais. Maintenant, le JCR, le Journal Citation Report, c'est la propriété de Thomson Reuters, il faut un abonnement, et c'est rassemble autour de l'impact factor, parce que ça donne l'impact factor, d'autres indicateurs sur l'indice d'immédiateté que je viens de vous dire, et l'âge médian des articles, et surtout le quartile, et c'est un rapport annuel. Le plus souvent, c'est attendu par le rédacteur en chef, c'est fin juin, début juillet. Et voilà le site du JCR, il faut un mot de passe et un login pour fonctionner. L'autre critère, ce n'est pas aussi important, donc je vais les zapper. Il y a les indicateurs de sciences essentielles, c'est payant, donc je vais le zapper, mais il y a deux mots. Il va vous permettre de mettre en avant les publications les très souvent citées, le top 10, top 1%, et les plus vues, c'est le top 0,1%. Et voilà le site, on va vous laisser la présentation pour les gens qui s'intéressent. Voilà où peut-on trouver cet indicateur-là. Un autre indicateur fait par l'Université de Lille, en tout cas l'hôpital, le CHU de Lille, accès restreint, donc on n'a pas intérêt à aller le voir, sauf par curiosité. Le Google Scholar, c'est le navigateur scientifique de Google, il y a pas mal de défauts. Et on ne peut pas se baser honnêtement sur Google Scholar pour faire une revue systématique, pour faire la recherche scientifique correcte, donc je le zappe. Il y a autre chose, c'est le Faculty of 1000, c'est une base payante, donc ça ne nous intéresse pas en Tunisie, voilà le site. Et il y a un site qui s'appelle Publier ou Périr. C'est un logiciel cette fois-ci gratuit. Il se base sur les données de Google Scholar et il couvre tous les domaines et tous les types d'applications et il publie de nombreux indicateurs bibliométriques. On peut aller le visiter juste par curiosité. Le plus important, c'est le Simago Journal and Country Rank. C'est ouvert. A fait une analyse bibliométrique produite à partir de données de Scopus et il libère les données de l'indicateur Simago Journal Rank. En gros, il vous donne essentiellement le meilleur indicateur. Est-ce que votre journal est Q1, Q2, Q3 ou Q4? Maintenant, un thème aussi vaste, l'éthique, l'akhlaqiyat. C'est un sujet très vaste. Je me suis posé la question par où commencer. Je pense qu'on va commencer par la fin. Et je vous dis que chaque année, en décembre, à Vancouver, la majorité des éditeurs en chef fassent une réunion et vont vous sortir des recommandations pour la conduite, la présentation, la rédaction et la publication des travaux de recherche soumis à des revues médicales. C'est un document qu'il faut lire absolument dans la version française et anglaise. Il est gratuit. L'année dernière, 2020, il n'y avait pas une réunion puisqu'il y a la Covid. Donc, jusqu'à maintenant, il y a la version 2019, c'est gratuit. Et là, vous allez trouver les aspects éthiques qu'il faut aborder. Mais en fait, que signifie éthique pour l'édition d'un revue, pour l'éditeur en chef? Alors, les journaux, ils ont plusieurs lignes directrices pour une publication éthique que les auteurs doivent comprendre et suivre. Je vais les aborder rapidement après. Mais pas uniquement les auteurs, mais il y a les éditeurs et les reviewers. Il y a des règles à suivre, des règles éthiques à suivre, et toutes ces informations doivent figurer sur la page d'accueil du journal, sur sa page web. Alors pour l'auteur, nous tous, nous devons veiller au bon respect de toutes les exigences administratives de la base. Il faut bien lire les recommandations générales, le guidelines, et est-ce qu'on a le droit de la paternité de l'œuvre, en tout cas la liste des auteurs. Si vous allez prendre une figure d'un autre auteur, il faut avoir la permission. En gros, il faut toujours passer par l'approbation, l'accord d'un comité d'éthique, même pour les éditeurs prospectifs. C'est la tendance actuellement. La documentation, si vous allez faire une clinique, il faut l'enregistrer quelque part, même pour les revues systématiques, et il faut déclarer vos conflits d'intérêts. Il ne faut pas hésiter de déclarer que vous avez eu une subvention pour participer à un congrès, tel congrès, ainsi de suite. Ça ne diminue rien la valeur de votre travail scientifique, ça n'a aucune influence sur l'acceptation de votre travail. La règle, c'est qu'il faut être honnête et déclarer tous vos conflits d'intérêts. Alors, les auteurs, les investigateurs doivent s'assurer de la conformité de la publication avec, surtout quand on touche le domaine humain, avec la déclaration de Helsinki, qui a été révisée en 2013. Tout le monde
mais que le travail a été réalisé selon les recommandations internationales de Helsinki. Mais qui parmi nous est allé voir le site de cette déclaration? Donc voilà le site, et voilà ce qu'il faut lire avant de dire que le travail a été réalisé de façon systématique, copier-coller, selon la déclaration de Helsinki. Pour les résidents ici, il y a un excellent livre qui est gratuit sur Google, donc vous pouvez télécharger, qui vous parle de manière d'éthique. Dans ce chiffre, dans ce livre, il y a le chapitre 5 où il y a l'essentiel des règles éthiques, des exigences éthiques. Et là, ils sont au nombre de 10. La première règle, elle est suivante, il faut avoir l'accord du comité éthique. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire, même dans les études rétrospectives, en tout cas dans les journaux dont je suis co-responsable. Chaque travail doit avoir une valeur scientifique, parce que la recherche médicale sur des êtres humains doit être scientifiquement justifiable. Doit avoir une valeur sociale. La valeur sociale est devenue un critère important pour en évaluer le bien fondé. Les implications. Quelles sont les implications de votre travail? Le consentement éclairé. Parfois, on va dire que le consentement oral a été obtenu. Oui, c'est possible. C'est déconseillé. Il faut dire qu'il y a un witness, donc un témoin, ainsi de suite. Il faut planifier votre étude, il faut faire écrire le protocole, il faut faire une fiche d'information, un consentement éclairé, donc il doit signer soit le malade, soit un responsable du malade. Ça, le consentement éclairé. Maintenant, la confidentialité. Il faut que les sujets de recherche ont droit à la confidentialité des informations de santé le concernant. Dans votre base de données, vous devez supprimer le nom, le prénom, toute information que peut identifier un sujet. Et maintenant, la tendance de revue, vous demandez de mettre en ligne votre base de données. Place One, par exemple, obligatoirement, elle vous demande votre base de données pour la mettre en ligne et pour que les gens peuvent vérifier vos données statistiques. Est-ce que vous avez fait correctement les statistiques? C'est la tendance. D'ici 5 ans, ça va être probablement une règle générale. Conflit d'intérêt, il faut le déclarer. Même si vous avez participé à un congrès local, vous avez eu une subvention d'un laboratoire, il faut déclarer ça. Ça ne diminue rien, ça diminue rien à la valeur de votre travail, mais ça montre que vous êtes honnête et vous êtes en train de suivre l'éthique médicale. Après, il faut restituer les données de façon honnête. C'est évident, mais on découvre parfois que les données sont falsifiées et que pour avoir le fameux P inférieur à 0,05, on va modifier tel ou tel chiffre. C'est difficile de couvrir, mais parfois, comme reviewer, on peut le sentir. Donc, le cas de pratiques malhonnêtes sont derniers temps multipliés parce qu'il y a l'envie de publier pour avoir de grade dans ce domaine. Si vous allez découvrir ça, vous devez dénoncer ces activités-là. Enfin, il y a des questions non résolues, puisque seulement 10% de la recherche médicale est consacrée aux problèmes de santé de 90% de la population mondiale. Vous voyez, la règle de 10%, 90%, donc il y a pas mal de questions non résolues. Alors, Taylor Francis, par exemple, a fait un flyer où il y a l'éthique pour les auteurs qu'il faut faire, le plagiat, les auteurs qui n'est pas auteur, comment il faut vérifier vos données, ainsi de suite. Alors maintenant, j'ai fini avec l'auteur, on va finir très bientôt avec l'éditeur. Il doit assurer l'intégrité de l'examen par les pairs. Il faut exiger au moins 2 reviewers. Il faut respecter les normes d'examen les plus élevées. Et il faut l'évaluation en double aveugle. Ce n'est pas la règle pour tous les journaux, mais nous, en tout cas, les journaux dont je suis impliqué, on assure le double aveugle. Les reviewers ne connaissent pas l'auteur et l'auteur ne reconnaît pas les reviewers. Ce n'est pas la tendance, il y a d'autres journaux qui utilisent la transparence totale. Pour les reviewers, enfin, c'est des experts indépendants dans le domaine. C'est des arbitres, ils sont invités à juger. D'abord, ils sont invités à déclarer qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêt avec le papier et sont invités à juger la validité, l'importance et l'origine du travail et comment évaluer ces variables d'une revue à une autre. Alors, pour conclure, je reprends la même figure. Il y a plusieurs étapes. Nous, on s'intéresse à l'étape éditoriale et qui est un processus entre la recherche et la diffusion de l'accès. Évidemment, il y a des règles à respecter. Il y a des règles pour les auteurs, nous tous, pour les éditeurs, quelqu'un parmi nous, et évidemment pour les reviewers, je pense que certains parmi nous jouent le rôle d'un reviewer pour certaines revues. Je vous remercie infiniment pour votre patience.